Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Panorama. Alors que sa consommation était en recul jusqu'en 2014, la bière a trouvé un second souffle dans la redécouverte des productions locales, modérées et plus originales. C'est le thème de notre émission. Cette semaine, on va faire connaissance avec quelques microbrasseries et brasseries des pays de Savoie. Nous allons en parler toute la semaine avec nos invités. Pour ce premier épisode, je suis accompagnée de Fanny Després, co-gérante de la brasserie La Montagnarde, qui a fait le déplacement au Biroclock de Chambéry. Mais avant de commencer, j'accueille Anthony Ménard, qui est associé gérant du Biroclock. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous avez ouvert votre premier bar à bière en 2014 avec un double concept. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer Oui, alors Biroclock, en fait, on est un concept de bar de dégustation de bière, local et du monde, et on fonctionne avec une petite carte. Donc l'avantage de la carte, c'est qu'on la crédite du montant qu'on veut, et on peut ensuite se servir tout seul sur les tireuses. On est débité au centilitre, ce qui permet justement de se verser la quantité qu'on veut pour goûter. Et après, donc si on aime, on continue à remplir son verre. Si on n'aime pas, on peut passer à autre chose. Grosso modo, on change de référence sur les tireuses, on change 2 à 3 références par semaine sur les tireuses, ce qui fait que dans le mois, on a changé la totalité du mur de bière. Donc les clients qui reviennent régulièrement ont toujours des nouveautés à découvrir. D'accord. Et donc vous figurez parmi les premiers à avoir implanté ce principe de bar à bière en France. Comment est né le Biroclock ? Alors le Biroclock, il est né dans... alors il est d'abord né dans la tête de mon associé, donc Alexandre Loup, qui lors de ses nombreux voyages a découvert le milieu de la bière artisanale. Suite à ça, donc, il est venu s'installer dans la région, donc sur Annecy. Il a commencé en 2010 avec une cave à bière, ce qui lui a permis justement de se familiariser avec le monde brassicole et justement la bière artisanale. Suite à la cave à bière, donc en 2014, on a ouvert le premier bar donc, sur Annecy qui se trouve dans la vieille ville, donc justement avec ce concept de carte. En parallèle de ça, on a également développé notre propre centrale d'achat, donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'être en direct avec les microbrasseries françaises et internationales, donc vraiment de pouvoir choisir nous-mêmes ce qu'on va proposer à nos clients. Et après, l'aventure a pris tout de suite, ce qui nous a permis d'ouvrir celui de Chambéry et de lancer la franchise. Donc aujourd'hui, Biroclock, on a 7 bars en France, donc avec Annecy, Chambéry, Lyon, Chamonix, Grenoble, Avignon et Montpellier. Et on en a un en Suisse, à Neuchâtel, depuis fin 2019. D'accord. Et alors l'espace se veut comme un lieu de découverte des meilleures bières du monde. D'où viennent-elles et quels sont vos critères de sélection ? Alors, on travaille énormément justement donc, avec tout ce qui est microbrasserie locale. On a la chance dans le coin d'en avoir d'excellentes. Et après, il y a tout un travail de recherche justement qui est fait au niveau des microbrasseries internationales pour pouvoir rentrer en contact avec eux, pour pouvoir référencer leurs produits. Donc aujourd'hui, nous, nos critères de sélection, bien entendu, ça va être déjà par rapport à nous au niveau de la curiosité qu'on peut avoir sur justement le genre de bière à proposer. Et on se sert également d'une application Untap, donc il y a une communauté de consommateurs qui donne son avis, qui donne des notes aux bières, donc ce qui nous permet justement d'affiner la sélection de certaines microbrasseries aujourd'hui dans le monde. Très bien. Eh ben, merci Anthony Ménard Merci à vous. pour votre témoignage. On poursuit avec notre première invitée de cet épisode, Fanny Després, qui est gérante de la microbrasserie La Montagnarde à Saint-Jean-d'Arvey dans les Bauges. Alors bonjour Fanny. Bonjour. Vous vous êtes lancée dans cette aventure avec votre compagnon. C'était un choix de vie. Tout à fait, en 2016. D'accord. Mais, pourquoi s'être tournée vers la brasserie artisanale ? Racontez-moi un peu comment tout ça s'est mis en place. On a toujours été passionnés de bière. On a commencé dans notre cuisine. Et après, ça a été un concours de circonstances. Moi, j'étais assistante dentaire. J'ai été licenciée. Christophe était directeur informatique. Et c'est arrivé un moment où on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Depuis 2016, donc vous brassez des bières créatives et récréatives. Pouvez-vous m'en dire plus sur l'identité de vos bières ? En fait, on a 3 gammes. Une gamme plutôt classique, avec une blanche, 2 blondes, 2 ambrées, une saison. Une gamme expérimentale, avec des bières acidulées,
IPA, d'autres saisons, et une gamme barriquée, des bières qui vieillissent dans les barriques de vin. Voilà. D'accord. Et de quoi sont-elles composées? Il y a des recettes particulières Après, on essaie de s'inspirer de ce qui nous entoure, puisqu'on vit à la montagne, on est à Saint-Jean-d'Hervé. Donc on a la chance d'être en pleine nature, donc on essaye de s'inspirer de ce qu'on peut trouver, de fleurs, de plantes, de racines, etc. Comme quoi, par exemple On travaille suivant la saison, donc des fleurs de sureau, des fleurs d'acacia, des racines de gentiane, du pissenlit, voilà. Et du coup, parmi ces tests, quelle est votre saveur favorite? Oula. Moi, j'aime les agrumes, donc c'est bon, c'est pas très local, mais ça a un petit côté, c'est un peu ma Madeleine de Proust parce que ça me fait penser au vin d'orange de ma grand-mère. Donc on a une bière qui s'appelle Apic et qui est faite avec des oranges amères. Donc c'est mon coup de cœur. Mais voilà. D'accord, très bien. Vous vous rapprochez des fournisseurs locaux? Oui, tout à fait. Alors on essaye de travailler le plus possible avec des producteurs locaux, donc Malkin Pot. Après, on essaye. Il y a d'autres maltiers qui sont dans le 31. Voilà. On essaye de ne pas aller trop en loin. Haute-Garonne, du coup. Ouais, c'est ça. Du côté de Toulouse, oui. Après, les houblons, on essaye de travailler des houblons français. C'est pas le plus facile à trouver. Voilà. Mais il y a des houblonnières qui sont en train de se monter, donc on essaye. On a hâte qu'ils puissent. Comme vous êtes la première qu'on rencontre aujourd'hui, je vais vous poser la question. Pouvez-vous nous rappeler comment brasse-t-on une bière? Quels sont les procédés? On va faire assez simple, c'est de la cuisine en fait. Donc il y a une phase de concassage du malt, après qui est transféré dans une cuve d'empâtage, on appelle comme ça. On rajoute de l'eau chaude, il y a un empâtage qui se fait pendant 1 heure. Je simplifie au maximum. Après, on transfère dans une cuve d'ébullition. Il y a d'abord une filtration, cuve d'ébullition, ça bout pendant 1 heure. On rajoute du houblon et après, c'est transféré dans des fermenteurs après refroidissement. D'accord. Et du coup, combien de temps on met pour fabriquer justement un volume de bière? Juste ce processus, là, ça prend... Après, ça dépend des brasseries, ça dépend du matériel qu'on a. Nous, ça prend à peu près 1 journée. Et après, entre la phase de brassage et le produit fini, nous, il faut à peu près 1 mois, 1 mois et demi. D'accord. Voilà. Vous avez la particularité de cultiver vos propres levures de vos bières. Comment vous vous y prenez? Alors donc oui, nous, on travaille en levure fraîche, donc vivante. C'est ce qui nous caractérise. Donc on a une banque de levure et suivant ce qu'on veut faire comme type de bière, on adapte, on choisit, on réveille nos levures, comme on dit. Alors comment réveille-t-on justement ces levures? On a un tout petit labo, on a des Erlenmeyer et après on récupère du mou. Donc c'est le produit c'est en fait le produit qu'il y a avant. Excusez-moi. Bref. Donc on récupère un peu de mou de bière et suivant, on choisit nos levures et on les réveille en les mettant dans ce mou. Et voilà, on les cultive en fait. On les fait se multiplier. D'accord, ok. Voilà. Du coup, quelles ont été les difficultés à surmonter quand on se lance dans la microbrasserie? Oula. Les difficultés. En fait, il faut en permanence s'adapter à chaque problème. Donc, les difficultés, c'est d'abord, il faut identifier son projet. Après, nous, on fabrique tout de A à Z. Donc, de l'étiquette, les recettes, etc., etc. Tout le matériel, c'est nous qui l'avons monté. Donc, voilà, ça dépend des brasseries, quoi. Nous, on s'est vraiment, à chaque étape, on s'est adapté, quoi. Peut-être au tout début, on était démarrage. petits, on était tout petits et au fur et à mesure, on a augmenté nos capacités de production. Voilà. Malgré tout, aujourd'hui, on reste quand même très petit par rapport à la plupart des autres brasseurs. Mais c'est un choix. Voilà. D'accord. Et du coup, aucun regret quant à cette reconversion? Non, pas du tout. Très, très heureux de faire ça, de pouvoir fabriquer un produit de A à Z. C'est vraiment une grosse satisfaction.
Ça a changé votre vie? Oui, tout à fait. Vraiment. Ok, d'accord. Merci, merci à vous. Fanny Després. Demain, on poursuit nos échanges auprès d'autres brasseurs implantés au pied du massif de Beldon avec la microbrasserie des Funambules. Ils ont fait le choix de se lancer dans une bière bio et s'inscrivent dans une démarche écologique. Brasser dans les pays de Savoie, c'est le thème de notre émission Panorama cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous sommes accueillis par le Biroclock à Chambéry aujourd'hui. Nombreux sont les travailleurs qui font le choix d'une reconversion professionnelle au cours de leur carrière. C'est le cas de Lucie Rebouillat qui a décidé de se lancer dans l'aventure brassicole avec son compagnon en adoptant une démarche écologique. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous avez démarré l'aventure en 2016, on entre déjà dans la 5e année. Ouais. Un petit rappel pour commencer, d'où est parti ce projet? Ça a été Maxime, mon conjoint, avec qui j'ai monté la brasserie, qui s'est vraiment pris de passion pour le brassage, donc vraiment la fabrication de la bière. On buvait de plus en plus de bières artisanales, on avait pris goût à découvrir des nouvelles saveurs en permanence. Et là, de pouvoir les créer soi, c'est vraiment devenu une passion pour lui. Et petit à petit, voilà, il m'a fait raccrocher les wagons et découvrir ce monde un peu merveilleux, créatif. Donc voilà, on est parti là-dessus. D'accord. Brasseur, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Comment vous vous êtes formé à cette nouvelle activité? Racontez-nous. Ça s'improvise un peu quand même, dans le sens où on n'a pas suivi une formation de brasseur, on n'a pas fait d'école là-dedans. Nous, on avait une formation plutôt en biologie tous les deux, donc ça nous a quand même donné des bases de compréhension. Mais après, ça a été tout de l'apprentissage en autodidacte, beaucoup grâce à ce qu'on peut trouver sur Internet, que ce soit des forums de brasseurs, que ce soit des brasseurs amateurs, mais brasseurs pros, des rencontres avec des brasseries existantes, des visites de brasseries. Et puis après, on a complété tout ça en partant brasser au Pérou pendant quelques mois. On a eu l'opportunité de pouvoir travailler dans une brasserie qui était déjà une plus grande échelle et du coup voir autre chose que brasser dans son garage ou dans son appart étudiant. Voilà. Donc ça a été ça un peu la dernière étape avant de se lancer, nous, dans une grande aventure. Alors justement, au Pérou, on brasse différemment. Oui et non. Enfin, le principe de la bière, c'est toujours le même, les grandes lignes, on va dire. Après, chaque brasseur a sa griffe, a sa manière de faire, a sa créativité, son matériel aussi. Et en général, dans les différents pays, on retrouve des tendances qui sont dues aux aliments qu'on peut aussi retrouver sur place. Et nous, là où on s'est beaucoup amusé là-bas, c'est qu'on avait une carte blanche sur les recettes. On faisait vraiment ce qu'on voulait. Et on a pu tester plein d'ingrédients avec lesquels ce serait plus compliqué ici, du maïs violet, de la patate douce, on peut en retrouver, du café, du cacao. On a pu essayer plein de choses qui étaient sous la main là-bas, qui faisaient partie du quotidien des Péruviens. Et finalement, vous avez importé certaines recettes que vous aviez testées là-bas ou... Non, pas du tout, vraiment pas. On a importé on a le plaisir de la créativité et puis on a appris plein de choses. Mais après, une recette qu'on a vraiment refait à l'identique, non, jamais. Non. Après, on a créé nos recettes de toutes pièces pour la brasserie. Très bien. Pourquoi s'être réorienté vers le domaine brassicole? Plein de petites raisons. Déjà, je pense qu'il y a le plaisir de créer un produit entièrement, de voir qu'on peut partir d'une simple céréale et à la fin arriver à quelque chose, un produit fini qui est du coup commercialisable, qui va faire plaisir, qui est convivial. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours plaisant et je pense que c'est ce qui restera tout le temps dans la tête des brasseurs. Après, il y a aussi l'envie de faire... l'envie de créer aussi son emploi, de dépendre, de se créer un travail comme on le conçoit aussi, même si on a plein de contraintes autres, mais je pense que ça venait de là aussi à la base. D'accord, puis justement vous êtes une femme, c'est une chance de pouvoir créer un peu son emploi du temps Alors on crée son emploi du temps, oui et non, parce qu'on a énormément de contraintes en fait qu'on choisit pas toujours. Après, c'est sûr que ça a ses avantages.
Après, on dépend beaucoup de la bière, qui est un produit vivant, et une journée de brassage reste une journée de brassage, et s'il faut finir à 22h, il faut finir à 22h. Donc, des fois, on est plus esclave on a plus l'impression d'être contraint à quelque chose en termes d'horaire plutôt que libre, parce que on dépend aussi du produit, quoi. Donc voilà, faut s'adapter. Ouais, c'est un volume important dans la semaine, le brassage. Et pas tant que ça, justement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on brasse tous les jours, mais absolument pas. Nous, en général, on brasse 4 fois par mois. Donc, soit on les groupe et on fait une semaine entière où on brasse intensément, soit une journée par semaine. Mais c'est pas le gros pourcentage du temps, parce qu'après, il y a toute la gestion en fermenteur, la gestion de la fermentation, le conditionnement, et puis après, la préparation des commandes, les livraisons, et puis tout l'administratif qui est énorme. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, les semaines sont pleines. Finalement, vous passez plus de temps sur l'administratif que le reste, ou c'est plutôt équilibré Alors moi, personnellement, oui, mais c'est mes fonctions dans la boîte aussi. Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur, entre mail et téléphone et tout ça. Après, Maxime, lui, il est vraiment plus sur la partie gestion des cuves et des fermentations. Donc lui, il passe beaucoup plus de temps à la brasserie. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est déjà une belle part, l'administratif. Ok. Vos bières portent un label bio, et vous avez fait le choix d'inscrire votre activité dans une démarche écologique. Ce sont des valeurs que vous défendez depuis toujours. Comment se concrétisent-elles pour la bière ? Il y a plusieurs choses. Donc déjà, oui, il y a le côté qu'on a voulu faire certifier nos bières dès le début, donc s'engager à ce que nos matières premières soient bio. Donc ça part du malt qui est 100% bio. Donc là, toutes les céréales qu'on va utiliser pour la bière le seront. Après, si on ajoute des ingrédients style des fruits, des plantes, etc., on va aussi faire attention à ce qu'elles soient certifiées bio. Si jamais on voulait utiliser quelque chose qui ne l'était pas, il faudrait qu'on demande une dérogation. Donc là, ça peut se faire. Nous, on essaye d'éviter quand même la plupart du temps. Et les houblons, maintenant, on arrive à tout trouver en bio. Au tout départ, c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est possible. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ. On est content pour ça. Après, la démarche écologique, elle est dans son ensemble. C'est-à-dire que bio, c'est quelque chose, mais c'est aussi, on regarde aussi les kilomètres que vont faire nos ingrédients. Et par exemple, pour les céréales, on essaye que ça vienne à 80% d'Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Après, il y a toujours une partie qu'on ne trouve pas encore sur le territoire et qu'on est obligé de faire venir d'Allemagne ou de Belgique. Mais tout ce qu'on peut prendre dans le coin, on le prend dans le coin. Comme quoi, par exemple Le sarrasin, par exemple, on l'achète à une malterie qui est en Auvergne. Et puis là, Maltin Pot, qui est en Haute-Savoie, va pouvoir nous en fournir cette année aussi. L'épeautre, en fait, toutes nos céréales, elles vont être tout ce qui est seigle, épeautre, avoine, blé, sarrasin, tout ça, ça vient d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, pour les maltes d'orge, tous les maltes de base sont aussi de soit Maltin Pot en Haute-Savoie, soit la malterie des Volcans en Auvergne. Et après, on a les maltes un peu plus foncées, comme on voit là, qui sont un peu torréfiées. Ça, on les prend pour l'instant en Belgique. Alors justement, vous nous avez apporté des céréales. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous détailler un peu ce que vous avez rapporté. Là, par exemple, c'est la composition d'une de nos bières en termes de proportion des différentes céréales. Et du coup, il y a pas mal de gens qui pensent que dans la bière, l'ingrédient principal, c'est le houblon. Alors qu'en fait, le houblon, il est sous le bouchon, on le voit à peine tellement il y en a peu. C'est vraiment une épice, c'est quelques pourcentages. Et tout le reste, c'est vraiment une base de céréales. Donc, c'est ce qui va donner le corps à la bière, le sucre qui va être fermenté en alcool après. Donc, c'est vraiment ça le principal, quoi. Même si le houblon a beaucoup de caractère et il joue énormément dans la bière, mais en termes de quantité, c'est très peu. Et du coup, le houblon, comme là, il est en pelette. Là, je l'ai ramené sous forme de fleur. Alors, elle est bien séchée, bien jaunie, mais c'est une petite fleur qui ressemble à ça, qui normalement est un beau vert tendre. Voilà. D'accord. D'ailleurs, vous n'utilisez aucune énergie fossile dans la production de vos bières. Comment faites-vous du coup fonctionner la brasserie ? Alors ça, c'était vrai sur notre ancienne installation. On vient de changer de local cette année. Donc toute notre électricité, elle est issue d'énergie renouvelable. On a un contrat avec Enercoop.
Donc ça, on en est content, même si ça coûte bien plus cher que un contrat d'électricité classique issu du nucléaire. Par contre, là, dans la nouvelle brasserie, on a une chaudière pour chauffer nos cuves et c'est une chaudière à gaz. Donc là, on est sur de l'énergie fossile. Mais pour les volumes qu'on faisait, on n'a pas trouvé d'alternative qui nous plaisait. Donc voilà. Et aussi, vous revalorisez vos déchets auprès d'éleveurs locaux. Qu'est-ce que vous recyclez exactement? Comment ça se passe? Alors ça, je pense que quasiment tous les brasseurs le font, même si on n'en parle pas toujours. Mais en fait, la céréale, à la fin du brassage, c'est un déchet pour nous, mais n'empêche que il y a encore plein de propriétés dedans. Notamment, il y a encore toutes les fibres, il reste un petit peu de sucre, il y a les protéines, etc. Et donc ça, pour nourrir les animaux, c'est encore largement suffisant. Et donc nous, on travaille avec 6 éleveurs de vaches, de cochons, de poules, et qui leur donnent pour nourrir leurs animaux. Mais je pense que quasiment tout le monde fait ça, en fait, parce que pour l'éleveur, c'est une matière première dont il a besoin, et nous, c'est un déchet. Donc tout le monde est content. Voilà. Vous êtes adepte aussi des circuits courts pour la vente et les fournisseurs. Il faut savoir relocaliser la production en synergie avec nos agriculteurs. En France, il y a de quoi faire du coup dans les Pays de Savoie. Pour distribuer ou pour acheter Pour acheter et distribuer. Parce que pour distribuer nos produits, c'est quasiment tout Savoie, Isère, Haute-Savoie. Un tout petit peu sur Lyon, mais on va peut-être commencer cette année, mais voilà, on n'en est qu'au début, donc on va dire que c'est à l'échelle de la région pour la vente. Après, pour nos matières premières, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est quand même pas mal en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous souhaitez pousser votre démarche écologique encore plus loin? Est-ce que vous avez d'autres projets sur le feu? Là, c'est vrai que j'ai pas parlé du houblon, on a beaucoup parlé de la céréale, mais le houblon, on n'arrive pas à le trouver en local. On n'a pas de production suffisante de houblon. Déjà en France, c'est très dur, mais alors sur la région, n'en parlons pas. Donc on a vraiment beaucoup d'espoir sur des projets de houblonnières qui pourraient se relocaliser. Il y en a qui voient le jour, pour l'instant elles sont petites, on est tellement de brasseurs que ça représente rien en fait par rapport à ce qu'on utilise. Donc ça, ouais, clairement, c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Dès qu'il y en a de dispo, on est preneur, mais voilà, c'est du long terme, je pense. D'accord. Et du coup, rapidement, que peut-on vous souhaiter pour les années à venir? Que des lieux comme celui-ci puissent réouvrir. On a vraiment envie de revoir de l'événementiel, que les bars réouvrent, que les festivals, le salon de la bière se remettent en place. Et puis qu'on puisse refaire un peu de bière en fût parce que bientôt on saura plus faire. Là, les fûts ils dorment. Donc, très bien. Hâte de les remplir. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas d'être venu au Beer O'Clock du coup à Chambéry. Voilà, demain dans le 3e épisode de Panorama, je retrouve Aline Vera, cofondatrice de la brasserie Vera à Marcella-Albanais en Haute-Savoie. Merci de votre fidélité et à demain. Brasser dans les pays de Savoie, pour la plupart, c'est devenu un choix de vie. On en parle toute la semaine dans Panorama. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Panorama. Nous sommes accueillis par le Beer O'Clock à Chambéry. Aujourd'hui, je reçois Aline Vera, qui est cofondatrice de la brasserie Vera avec votre mari. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous un peu l'histoire de la brasserie Vera, où tout a commencé. La brasserie Distillerie Vera est créée maintenant depuis 7 ans. C'est mon mari qui a commencé à la suite d'un voyage à vélo. Il a descendu les Amériques à vélo où il y avait beaucoup de microbrasseries et ça lui a un petit peu donné l'envie de produire pour lui aussi. Et en rentrant, il a fait un stage chez Armalté à Annecy, chez Stéphanie. Et ça lui a vraiment donné envie de continuer. Il a continué chez lui et petit à petit, comme ça, on en est venu à monter la brasserie. D'accord. Vous avez rejoint votre mari en cours de route. Pourquoi ce choix de vie ? J'ai rejoint mon mari parce que c'était un choix par rapport au travail. Une qualité de vie de travailler à deux. On avait très envie de travailler tous les deux, puis pouvoir voyager aussi. C'était assez important pour nous. Et puis moi j'ai monté une gamme de boissons non alcoolisées qui me tenait à cœur.
On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Le voyage est important justement pour découvrir un peu toutes les saveurs possibles ou les mélanges. Alors oui, nous, on est des voyageurs à vélo notamment. Et c'est vrai qu'on puise nos idées dans ces voyages tout au long de l'année. Bon, en ce moment, on est un petit peu... on voyage pas trop, mais c'est quand même nos sources de recherche. Justement, par ces voyages, vous avez développé votre palais. C'est un atout aujourd'hui pour la création? Oui, oui, le palais est un atout, mais c'est surtout en fait les idées. C'est comme, en fait, on est comme dans la cuisine, c'est des recettes ou en pâtisserie, on invente ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment nos envies à la base. D'accord. Vous imaginez à la base en faire votre métier à plein temps? Non, pas du tout. Je suis ingénieure travaux publics. J'étais pas vouée à travailler dans le métier de l'agroalimentaire. Et en fait, c'est un métier qui est passionnant. Et surtout, le métier d'entrepreneuriat qui m'a beaucoup plu. Ok. Et du coup, comment passe-t-on d'un milieu de l'ingénierie au métier de brasseur comment vous êtes formé C'est mon mari qui m'a formée au fur et à mesure des années. Et puis voilà, moi je m'occupe beaucoup de la partie administrative, communication, ce genre de choses, les ventes. Mais depuis maintenant bientôt 2 ans, c'est vrai que moi aussi je brasse mes propres bières que je peux proposer à nos clients. Alors aujourd'hui, la brasserie Vera, c'est 100 000 bouteilles par an. C'est aussi 10 000 litres de bière par mois. Comment arrivez-vous à tenir la cadence ? Eh ben, on travaille beaucoup. On y prend beaucoup de plaisir. Voilà, c'est 10 000 litres. On fait à peu près, comme on dit, 1200 hectolitres à l'année maintenant. C'est important pour 2 personnes, mais c'est toujours avec le plaisir qu'on fait ça. Alors justement, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez développé d'autres formules, justement, de bière, mais aussi de formules non alcoolisées et des spiritueux. Alors vous pouvez un peu nous raconter un peu... Du coup, oui, la création de la brasserie, donc c'était vraiment les bières à la base. On a une déclinaison à peu près de 20 bières maintenant. On a 4 softs, donc boissons non alcoolisées, qui sont bio. On les produit donc avec des vrais citrons. On a des limonades, du thé glacé. On a le jus de pomme de l'exploitation familiale aussi. Et puis, depuis maintenant 2 ans, on a la distillerie. On distille du coup pour faire du whisky. Actuellement, c'est en barrique. Ça attend tranquillement 3 ans pour pouvoir produire les premières bouteilles. Et puis, depuis peu, on a fait notre limoncello. Et là, nous sommes en cours d'élaboration sur un gin. Peut-être un projet d'eau de vie à venir ou Le gin qui est quand même une eau de vie. Et du coup, là, on profite un petit peu de la baisse de travail pour faire de la recherche à ce sujet-là. Très bien. Vous portez aussi la casquette de productrice. Est-ce que ça a un avantage du coup dans la production de houblon ? Qu'est-ce que ça implique Donc oui, on produit 50% de notre orge et on a une houblonnière expérimentale. C'est important parce que du coup, on fait un ancrage local qui est assez fort puisque tout vient... Une partie de nos matières premières peuvent venir de notre brasserie. Moi, je trouve que du coup, les gens peuvent se retrouver sur cet esprit local qui est assez important. Ça nous donne une identité, ça nous démarque des autres en fait. Justement, ça donne une saveur particulière aux bières que vous proposez ? Non, ça reste les mêmes bières, mais voilà, l'accroche locale est présente. Ok. Alors, vous nous avez ramené des échantillons, du coup ? Oui. Alors, vous pouvez nous les présenter un peu, chacune ? Du coup, là, vous avez la bière blonde, qui est notre bière classique qu'on a à l'année. Vous avez une bière d'hiver juste devant vous, qui est une bière qui est faite avec un poivre timut, donc un poivre aux agrumes, qui va apporter vraiment ce côté fruité à la bière.
Et j'ai amené aussi notre dernière création sur la partie distillerie, qui est notre limoncello, que j'ai mis en commercialisation depuis décembre. Donc voilà, tout Tout récent. nouveau, tout récent. Ok. L'objectif à long terme, c'est de produire une bière 100% locale. L'objectif est de produire en effet une bière 100% locale. Alors sur les houblons, on n'arrivera pas à être en 100% local, malheureusement, parce que ça reste un métier d'agriculteur qu'à deux, on peut pas faire. Mais voilà, c'est d'avoir vraiment une gamme qui est en 100% locale, d'avoir notre orge qui vient 100% de chez nous, et notamment aussi sur la distillerie. Et se tourner vers le bio également Alors ça, c'est l'objectif 2021. Voilà, on aura d'ici la fin de l'année 100% de l'ensemble de notre gamme en bière soft et distillerie en bio. Bah justement, le bio, du coup, c'est un enjeu important maintenant pour les brasseurs. Moi, oui, je trouve, parce que c'est une gage de qualité pour les gens. C'est dans l'air du temps aussi. Enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut bien s'appuyer sur le bio pour vendre. D'accord. Et la brasserie Vera prévoit-elle de s'agrandir ? Alors oui, nous, on a des projets d'agrandissement. Actuellement, on est en discussion avec la communauté de communes Rumilly-la-Haute-Banais, notamment leur président. On attend des réponses pour voir si on peut avoir des projets, un beau projet pour les années à venir. D'accord. Quels conseils pouvez-vous donner à des personnes qui voudraient se lancer dans la brasserie ou la microbrasserie ? D'être passionné avant tout. C'est beaucoup de travail, on donne beaucoup de soi, mais après, c'est vrai que c'est un métier de passion. Ok. D'ailleurs, au cours de nos 3 épisodes, on est entre femmes, principalement. Quand même 3 invités sur 4 qui sont féminins. Le métier de brasseur peut aussi s'accorder au féminin. Oui, moi, je pense. Après, c'est sûr que moi, je suis contente d'avoir mon mari avec moi, parce qu'il y a quand même des travaux qui sont un petit peu physiques. Mais après, vous avez des brasseries qui sont 100% tenues par des femmes. Et voilà, c'est qu'on a notre place aussi dans ce métier. C'est dans l'air du temps aussi. Ah oui, c'est pas que c'est dans l'air du temps, mais c'est que pour moi, tout métier peut être mixte. Oui. Très bien. Merci en tout cas, Aline Vera, de nous avoir rejoints. Peut-être une autre question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir pour la brasserie ? De continuer comme ça, de produire encore plus localement, et puis d'avoir un nouveau bâtiment. Ok, très bien. Merci à vous, Aline Vera. Demain, 4e épisode de Panorama. Je reçois Lémi Yolal, qui est fondateur de la microbrasserie Yolop. Il propose aussi sa bière bio et il est seul à assurer la production artisanale de sa bière. Brasser dans les pays de Savoie, c'est le thème que nous avons choisi cette semaine pour notre panorama. Bienvenue dans ce 4e et dernier épisode. Je suis accompagnée de Yemi Yolal, qui est fondateur du coup de la brasserie Yolop. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous avez eu le courage de vous lancer dans votre microbrasserie seul à l'aube de l'épidémie du coronavirus en mars 2020. Le pari est-il réussi ? Le pari est réussi. Ça n'a pas été évident parce que j'ai créé mon entreprise début mars, juste avant l'arrivée du premier confinement. Et j'ai pris beaucoup de retard au début, ce qui a fait que j'ai dû redoubler d'efforts pour maintenir la brasserie, mais j'ai réussi jusqu'ici. Alors, comment s'est passée votre année concrètement Concrètement, étant donné que je suis tout seul et que j'avais pris du retard, ça m'a demandé beaucoup de travail. J'ai pas compté mes heures et je suis assez content parce que ça a payé en retour. Sur les marchés, je fais déguster ma bière et ça a bien plu. Vous êtes plutôt dirigé vers les marchés finalement pour faire connaître votre bière. Oui, parce que je souhaite vendre à un niveau local. Au début, je vendais aussi à différents bars, mais avec l'arrivée du 2e confinement cette fois-ci, les bars étant fermés, je me suis rabattu sur les marchés pour pouvoir faire déguster mes bières et puis vendre. Ok. Comment se lance-t-on seul dans une telle aventure ? Il faut être un peu fou, je pense.
Moi, mon cursus, c'est pas du tout celui-là, c'est une reconversion vraiment. Et quand j'ai débuté le projet, j'avais 25 ans. Je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Et sans l'aide de la Chambre des métiers, de la région et d'autres accompagnements, je pense que j'y serais pas arrivé. Il faut s'accrocher. Il y a plein d'obstacles. Et puis souvent, on pourrait baisser les bras et se dire qu'on va tout arrêter. Et il faut s'accrocher, persévérer. Et c'est seulement comme ça qu'on y arrive. Parlez-moi un peu de votre reconversion. Quelle était votre base d'études? Voilà, vous avez démarré d'où? Alors, moi, j'ai fait une formation tout autre. J'ai fait une licence de psychologie à Grenoble. Et je souhaitais continuer en master pour faire de la recherche. À l'issue de ma licence, j'ai pris une année sabbatique. Donc, j'ai voyagé. Et en revenant, j'ai trouvé un poste de barman à Grenoble. Et très rapidement, je suis devenu responsable du bar. Donc, suite à ça, j'ai pas repris mes études. Et je me plaisais bien dans ce bar. Je m'entendais très bien avec mon patron, qui s'était lancé lui aussi tout seul, qui était relativement jeune aussi. Et ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de créer mon entreprise. Et donc voilà, 2 années après, j'ai créé ma brasserie. C'est tombé comme une évidence pour vous de vous tourner vers la Au brasserie? début, non. Au début, je souhaitais ouvrir un bar. Et en fait, j'ai regardé dans la région où j'habitais, aux alentours, j'ai remarqué qu'il y en avait déjà beaucoup et que certains peinaient à tourner parce qu'il y avait un manque d'activité culturelle. Et donc, ça m'a semblé être une mission trop périlleuse. C'est pourquoi je me suis rabattu sur la création d'une microbrasserie, parce que j'ai toujours été passionné par la bière. Alors justement, c'est un peu une histoire de famille, du coup. Oui, c'est ça. Oui, oui. Racontez-moi un peu Alors, comment vous avez baigné dedans. Alors, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, parce que j'ai grandi dans un bar-restaurant que tenaient mes parents, qui était un pub irlandais, qui tournait autour de la bière. Ils avaient une gamme de bières immense. Ma mère était passionnée de bière, collectionneuse de verres, de sous-bocs. Elle faisait vieillir des bières en cave et faisait des dégustations de bière. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai connu cet univers. Par la suite, j'ai continué à apprécier les bonnes bières. Et en ayant l'idée de créer mon entreprise, je suis allé à la rencontre de brasseries, je me suis formé au brassage. Et ensuite, j'ai, pendant 2 ans, expérimenté dans ma cave sur des petits brassins pour créer mes recettes avant de créer mon entreprise. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, quoi, finalement. Voilà, c'est ça, comme Obélix. Ok. Quel type de bière produisez-vous et quelles sont ses particularités? Alors, vous expliquer un peu. Je produis de la bière bio. J'essaye de produire un produit le plus simple possible. Elle est non filtrée, non pasteurisée. Tous les ingrédients sont bio. Et j'essaye de faire des bières faibles en alcool. C'est-à-dire, ma gamme de bières se situe entre 5 degrés et 5 degrés et demi. Parce que j'ai remarqué que dans les grandes surfaces, on va trouver des bières qui vont être faibles en alcool, qui n'auront pas vraiment de goût. Et j'ai pris le pari de faire des bières faibles en alcool qui ont du goût. Parce que j'ai remarqué que les consommateurs se tournaient vers des bières à 8 ou 9 degrés pour trouver des bières savoureuses, tandis que sur une bière à 5 degrés, on peut réussir à avoir de très bonnes bières. Voilà, c'était un peu un challenge à relever pour vous. C'est ça, oui. Oui, oui. Alors, d'où viennent vos matières premières? Est-ce que vous utilisez les circuits courts? Oui, j'utilise des circuits courts pour mes matières premières en partie, grâce à la malterie Maltin Pot qui est située en Haute-Savoie. Et une autre partie de mes maltes provient de Belgique parce que c'est une malterie réputée qui a des très bons maltes pour des maltes de base. Les maltes, je les préfère dans cette malterie-là, oui. Ouais, vous vous fournissez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou ça peut être dans d'autres régions en France Non, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec la malterie Maltin Pot. Après, sinon, le malt vient de Belgique, comme je vous l'ai dit. Et pour les houblons, je les fais venir de Belgique. Après, je sais que dans la Drôme, il y a des projets de création de houblonnières. Et dès que ce sera en place, je tiens à cœur de me fournir en Rhône-Alpes. Ouais, c'est un projet... Oui, de faire du local, oui, c'est sûr. Oui, c'est un projet. Ouais, c'est un projet à long terme du coup. Comment déterminez-vous les saveurs de vos bières? Comment je détermine les saveurs de ma bière, c'est-à-dire C'est-à-dire comment vous composez les recettes voilà. Pour composer les recettes, je m'inspire de bières que j'aime bien pour commencer. Et j'essaie d'identifier des saveurs qui me plaisent pour essayer de les reproduire dans mes bières.
Après, pour créer une recette, on n'y arrive jamais du premier coup. C'est-à-dire qu'on va faire un test, on va goûter et au fur et à mesure de plusieurs essais, on va réussir à se rapprocher de ce qu'on veut. Et moi, mes recettes de bière, elles évoluent en permanence. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, étant donné que je la confronte à mes clients qui me font des retours, je vais faire des modifications quand j'ai beaucoup de retours sur un goût, sur quelque chose, pour essayer d'accentuer ou de réduire. Donc c'est permanent, l'amélioration des recettes. Et d'où viennent vos inspirations? Mes inspirations Mes inspirations, alors ça vient de plein de bières différentes que je peux goûter et d'arômes que j'aime retrouver. Alors elles sont multiples parce que je goûte régulièrement des nouvelles bières et ça m'inspire pour mes futurs brassins. Plutôt des bières occidentales ou des bières du monde? Enfin, Des bières de style américain, j'aime beaucoup. Ouais. J'ai été initié aux bières belges par ma mère, mais j'ai découvert par la suite les bières américaines parce qu'avec les houblons aromatiques qui sont développés ces dernières années, ça a donné des très bonnes saveurs aux bières. Et donc j'ai essayé de travailler là-dessus pour mes gammes de bières. Ouais. quel est votre rythme de production? Mon rythme de production, je brasse 2 fois par mois. Et donc j'ai des brassins de 500 litres à peu près. Donc je sors entre 800 et 900 litres de bière par mois. Alors justement, vous êtes seul, Ouais. voilà, à tout produire de A à Z. Comment gérer toutes ces casquettes à la fois? C'est pas évident au début parce qu'il faut bien s'organiser, sinon on s'y perd. Mais une fois qu'on a trouvé le bon rythme, ça devient presque amusant parce qu'un jour on va brasser, on va être brasseur, et le lendemain on va être livreur, et puis un autre jour on sera commercial, un autre jour on sera sur les marchés à la rencontre des clients. Donc ça casse une routine qu'on pourrait retrouver dans d'autres métiers comme j'ai pu trouver auparavant. Et moi ça me plaît de ne pas faire la même chose chaque jour. C'est pas un peu lourd à porter au quotidien ou Le fait d'être tout Oui, seul, oui. oui, parfois c'est un peu lourd parce que ça donne énormément de travail. Et il faut s'organiser parce que sinon ça semble presque impossible. Vous avez des périodes de doute des fois concernant des choix de recettes de bière ou de Souvent. distribution? Depuis le Enfin, début, très souvent. Et je pense que c'est le cas de tout entrepreneur. Les doutes, il faut réussir à les surmonter. Et ça, je pense que c'est le plus dur quand on est jeune entrepreneur. Ouais. Et comment justement vous arrivez à surmonter tout ça Beaucoup grâce à mon entourage, ma famille, mes amis, qui sont très présents, qui sont pertinents, qui savent me secouer quand je suis proche de baisser les bras. Et à chaque fois que je passe une étape, il y a une satisfaction derrière qui fait que à chaque nouvel obstacle franchi, c'est encourageant à nouveau. Et votre mère justement, elle est là un petit peu en backup, elle vous aide au quotidien? Alors non, ma mère n'est pas là, parce que ma mère est décédée en 2015. Et donc la création de cette brasserie, c'est un petit peu un hommage. Elle, avec mon père, elle souhaitait créer sa bière. Et ils s'étaient renseignés, mais ils n'ont jamais passé le pas de le faire. Et c'est un petit peu en hommage à elle aussi que j'ai décidé de créer la brasserie et de créer ma propre bière. Eh ben, on lui rendra hommage d'ailleurs dans cet épisode de Panorama. Comptez-vous faire grandir Yolop? Oui, je souhaite faire grandir Yolop. À terme, j'aimerais bien augmenter la production et puis m'accompagner d'un deuxième brasseur ou une brasseuse, comme on le disait tout à l'heure. Parce que tout seul, c'est lourd à porter et je pense vraiment qu'à deux, on a une force de travail décuplée. Ouais. Ouais, vous avez d'autres projets pour les années à venir? Pour la brasserie, Oui. oui, j'ai d'autres projets que j'aimerais mettre en place. Certains que je garderai secrets, et puis d'autres, c'est l'élaboration de nouvelles recettes pour élargir la gamme. Oui, vous comptez vous tourner vers quel type de recettes par exemple? Alors la prochaine que j'aimerais sortir, ce serait une Imperial Stout. Donc ça casserait totalement avec ce que j'ai défendu sur le début de ma brasserie avec des bières légères, parce que ce serait une bière noire assez forte qui tournerait autour des 9 degrés. Donc ce serait une alternative à ma gamme de bières légères. Ce sera la seule, je pense. Ok. Quel conseil pouvez-vous
ou vous pouvez-vous donner à des brasseurs qui aimeraient se lancer du coup dans l'aventure, seuls éventuellement? De bien s'entourer. De bien s'entourer pour être accompagné dans le projet. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné par la Chambre des métiers, l'antenne d'Albertville. J'ai fait mon prévisionnel, mon business plan avec eux. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est des notions que j'avais pas du tout dans mon cursus. J'ai jamais été confronté à tout ça. Et par la suite, la région Auvergne-Rhône-Alpes m'a alloué un prêt d'honneur à taux zéro suite à un passage en commission devant un jury où j'ai présenté mon projet. Et je pense que sans toutes ces aides qui sont à disposition, je n'aurais peut-être pas réussi à créer ma brasserie aujourd'hui. Donc vraiment, pour les jeunes entrepreneurs, allez chercher les aides, allez voir tous les organismes qui peuvent vous aider. C'est vraiment une force pour la création d'entreprise. Eh bien, merci Lémi Yolal, en tout cas, d'être venu avec Merci nous à vous. au Biroclock à Chambéry. Voilà. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci pour votre fidélité et prenez soin de vous. À bientôt.